Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci pour cet entretien pour le Zoom de TV Liberté. Nous sommes à Budapest. Vous êtes intervenu au forum, au sommet de la démographie organisé par le gouvernement hongrois. Vous avez tenu un discours que les spectateurs de TV Liberté ont pu visionner. Quelle est la raison de votre venue à Budapest? Pourquoi est-ce que la directrice de l'ISEP, ancienne députée, est retirée de la politique et ancienne députée française? Pourquoi Budapest? Pourquoi en Hongrie? Alors j'ai répondu à une invitation de la secrétaire d'État à la famille hongroise, Madame Katalin Novák, qui, je pense, je ne suis pas dans son esprit, mais a considéré qu'il était peut-être pertinent d'avoir aussi une voix française sur cette question de la famille, probablement à travers mes engagements politiques passés et peut-être aujourd'hui le combat éducatif et culturel que j'essaye de mener. A-t-elle identifié que je faisais partie des profils qui avaient aussi le souci de la question à la fois démographique et familiale. Et donc j'ai répondu volontiers parce que je trouve qu'il y a sur cette question en particulier de la politique familiale et nataliste une inspiration à trouver en Hongrie, puisque le constat c'est qu'il y a des mesures extrêmement volontaristes sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan de l'acquisition de la propriété, pour pallier à un taux de natalité qui jusqu'alors était insuffisant, et que cela a manifestement des incidences très concrètes et des résultats très concrets. Or, la situation française devrait appeler non pas à déconstruire la politique familiale comme ça a été le cas ces dernières années, en particulier sous François Hollande, mais à avoir une politique nataliste beaucoup plus active, parce qu'il en va de la survie de notre pays et de notre continent. Pourtant, si on regarde purement les chiffres de la natalité, la France s'en sort mieux que la Hongrie. Oui, mais alors malheureusement, ce sont des chiffres qui sont biaisés. Tout simplement parce que, alors déjà c'est vrai, jusque récemment nous avions une politique familiale généreuse qui permettait de faire exception, mais que d'ores et déjà on voit les conséquences sur la natalité depuis que les mesures, notamment sur les allocations familiales, ont été rabotées, puisque l'universalité, vous savez, des allocations familiales, entre autres choses, a été supprimée. Et par ailleurs, évidemment, ce taux de fécondité plus élevé est principalement lié à l'immigration. Aujourd'hui, un tiers des naissances en France, c'est les chiffres qui ressortent notamment des cartes de France Stratégie, entre autres choses, mais il y a d'autres démographes qui ont travaillé sur le sujet. Je pense à des gens comme Gérard-François Dumont, par exemple. Un tiers des enfants qui naissent en France ont au moins un parent d'origine étrangère. Donc un tiers des enfants, des naissances en France, sont d'origine immigrée. Sachant que ce chiffre ne comptabilise pas les 3e ou 4e générations, donc il est en réalité plus élevé. La moitié du département de Seine-Saint-Denis connaît des naissances d'origine immigrée plus importantes que des naissances de Français de souche, comme on pourrait dire. Et on se constate que le phénomène est identique dans de très nombreux territoires français. Les cartes de France Stratégie révélaient qu'on avait le même phénomène, par exemple, y compris à Rennes, y compris à Limoges, dont on pourrait imaginer quand même que ce sont des villes plus préservées. Il y a des quartiers entiers où les naissances d'origine immigrée sont plus importantes. Donc on a une vraie bascule démographique qui est en train de s'opérer. On constate aussi que le taux de fécondité des femmes d'origine immigrée en France est plus important que le taux de fécondité des natives. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs des auteurs, par exemple, comme Laurent Oberton dans son dernier ouvrage, qui a fait une enquête très très détaillée, uniquement avec des chiffres officiels et des études officielles d'organismes publics ou européens, de conclure que, il était probable, si on continuait cette trajectoire, que les Français, on va dire de souche, d'origine française finalement, puissent devenir minoritaires en métropole face à ce phénomène migratoire. Donc il y a évidemment un sujet démographique pour la France, pas seulement du fait du renouvellement des populations, pas seulement sur le plan économique, pas seulement sur le plan écologique, mais vraiment sur le plan identitaire, culturel et civilisationnel. Alors, une des spécificités de ce sommet démographique qui réunit, il faut bien le dire, des gens qui sont clairement conservateurs, qui sont des gens qui sont soit des alliés, soit des proches de Viktor Orban, soit donc des invités, mais qui se retrouvent sur certains points avec Viktor Orban. Comment vous voyez, en tant que Française, venant d'un pays où la laïcité est au cœur des débats presque en permanence, le fait que lors de ce sommet, il y avait non seulement beaucoup d'ecclésiastiques,
mais aussi beaucoup d'intervenants qui ont parlé de l'importance du christianisme en particulier pour le maintien de la famille, pour la natalité. Bon, alors moi je suis catholique, donc je veux dire le fait qu'il puisse y avoir des ecclésiastiques chrétiens, il y avait même d'ailleurs un rabbin juif qui était là, me pose aucun problème personnellement sur le principe. Après je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que manifestement les médias en France ont beaucoup de mal à comprendre, parce qu'ils étaient extrêmement choqués de cela quand ils sont venus m'interroger hier, qu'il y a des spécificités nationales, il y a une diversité là-dessus culturelle entre les Européens. Il y a des pays, et c'est le cas notamment en Europe centrale, c'est vrai, voilà, c'est vrai en Pologne également, où la religion est plus présente dans la politique, mais c'est vrai aussi aux États-Unis d'ailleurs, et manifestement ça choque personne, où la religion est plus présente dans le débat politique, elle est plus présente dans l'espace public, elle est plus présente sur le plan institutionnel. Voilà, donc moi je respecte tout à fait ça. Ça ne veut pas dire que je vais vouloir absolument importer ce modèle en France, et d'ailleurs en Hongrie, c'est pas une théocratie, enfin, je veux dire, eux-mêmes le disent, c'est pas l'Église qui gouverne, hein, même s'ils ont des liens, mais en revanche, c'est vrai qu'ils sont très attachés à cette idée que la religion chrétienne est un ciment de l'identité nationale et de la cohésion nationale. Alors si on devait faire un parallèle avec la France, bon, la situation est très différente en France. Nous sommes le deuxième pays le plus athée d'Europe. Les catholiques pratiquants sont minoritaires en France, probablement plus minoritaires que le sont les musulmans pratiquants. Et puis il faut voir l'état voilà. Du culte catholique. Et le culte catholique, bon, les églises sont vides. L'église catholique, en tout cas l'église française, malheureusement pendant longtemps, a été une église très souvent happée par l'idéologie communiste, 68arde, progressiste, même si les choses tendent à évoluer. Donc, on va dire que politiquement, bon, voilà, il y a eu un parti pris qui, je pense, ne l'a pas servi. Donc indéniablement, on n'est pas dans la même situation. Nous avons intrinsèquement cette culture de la laïcité à laquelle moi aussi je suis attachée, même si j'en partage pas toutes les lectures radicales ou à géométrie variable aujourd'hui, notamment face à l'islam. Mais je crois en revanche que c'est vrai que cet héritage chrétien qui est aussi le nôtre en France, qui a façonné nos institutions, qui a façonné nos valeurs, nos principes, il faut bien le dire, notre inconscient collectif, qui a façonné aussi nos paysages avec ces manteaux d'église, voilà, participe aussi, je pense, de cette cohésion nationale. La culture commune, c'est ce qui fait les références communes, c'est ce qui fait que nous sommes un peuple. Donc moi je pense qu'il est important aussi en France de défendre cet héritage chrétien. Alors ça passe par le fait qu'il puisse y avoir des expressions culturelles dans l'espace public de la chrétienté. Moi, j'avoue que je continue d'être sidérée qu'on puisse encore avoir le débat de savoir si il est laïque ou non de pouvoir mettre des crèches dans des bâtiments publics au moment de Noël, alors que la crèche, voilà, c'est une séculaire française. Qu'on soit finalement pratiquant ou non, on peut avoir quand même cette chose en commun. Donc moi je trouve ça intéressant, j'étais pas de ceux qui auraient pu être choqués par le fait qu'on puisse évoquer par exemple dans la Constitution les racines chrétiennes de la France, ou même au niveau européen. Il y a eu le débat au moment de la Constitution européenne, tout simplement parce que c'est vrai que nous sommes une civilisation, entre autres choses, culturellement chrétienne, et qu'à ce titre, bon, voilà, ça ne me choque pas qu'on puisse défendre cette particularité. Et je pense d'ailleurs que la France y gagnerait sur le plan de l'assimilation, parce que je crois que pour assimiler, eh bien, il faut il faut déjà savoir qui on est, être fier de ce que l'on est et donner envie d'une certaine manière. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui le gouvernement français donne envie de devenir français par le vide, par la repentance, par la négation finalement de ce qui nous a fait en tant que nation. Pour revenir au sommet, il y a une idée qui fait son chemin dans toute l'Europe centrale et orientale, tout le monde post-communiste en réalité, qui ont, après 30 ans durant ces 30 ans de mutation politique qu'ils ont connues après l'effondrement de l'URSS, il y a eu beaucoup de réflexions donc, sur la pérennité des sociétés, la façon de réorganiser la vie de la police, avec un S, donc de la cité. Et il y a une idée donc, qui fait son chemin, c'est l'idée que la cellule de base de la société, c'est la famille. Et ils vont plus loin. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on a pu entendre de la part de plusieurs intervenants à ce sommet et qu'on entend régulièrement. C'est qu'il n'y a pas de famille sans assumer les valeurs chrétiennes,
puisque c'est elles qui sont constitutives de la définition de la famille. Et on voit très bien que cette définition de la famille, elle est en permanence, certains essaient de la déconstruire pour redéfinir la famille. C'est quelque chose qui est très prégnant à l'Ouest, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment défendre le modèle familial dit traditionnel sans revendiquer les valeurs chrétiennes? Alors, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai évoqué... Et question complémentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette idée donc que la famille est la cellule de base de la... J'ai précisément évoqué ce sujet dans mon discours hier, en fait, où j'expliquais, et je reprenais d'ailleurs en cela le raisonnement d'un économiste français qui s'appelle Jean-Didier Lecaillon, qui explique qu'il y a un grand combat idéologique finalement sur cette question de la famille entre ceux qui considèrent que la cellule de base de la société est la famille et ceux qui considèrent que la cellule de base de la société est l'individu. Alors ça n'est jamais exprimé comme tel dans le débat public, parce que tout le monde défend la famille quand on les écoute, mais la vision dominante aujourd'hui, c'est celle qui consiste à dire que la cellule de base de la société, c'est l'individu. Et ça a des conséquences politiques très concrètes, parce que si vous considérez que la cellule de base de la société, c'est l'individu, ça veut dire que la famille est une affaire privée. C'est-à-dire que ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas le collectif. Et ça veut dire que chacun finalement est libre d'organiser sa famille comme il l'entend. Et c'est d'ailleurs très dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui on choisit son sexe, on choisit son genre, on choisit ses attaches. Donc finalement c'est tout à fait cohérent avec la société telle que nous la connaissons. Et évidemment, c'est d'autant plus cohérent que la famille aujourd'hui est attaquée à bien des égards, parce que c'est insupportable pour cette vision individualiste d'avoir quelque chose qui est reçu et qui n'est pas choisi. On est dans une espèce de société qui considère l'individu comme autosuffisant, une espèce d'être prométhéen qui va déterminer tout et qui refuse un héritage qu'il n'a pas choisi finalement. Et on pense que l'émancipation induit forcément de rejeter tout ce qui est reçu sans qu'on l'ait choisi. Donc finalement, c'est pas incohérent que la famille soit attaquée dans ce modèle-là. Et puis il y a ceux qui considèrent, et j'en fais partie, et je pense que c'était le cas de tous ceux qui étaient là à ce sommet, que la cellule de base de la société, c'est la famille. Mais si on dit ça, ça veut dire que la famille est une affaire publique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne l'État, qui concerne la collectivité. Et donc qui a un vrai rôle politique sur l'organisation de cette cellule, sur le modèle de cette cellule. Moi, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin à travers le raisonnement de cet économiste, en expliquant pourquoi, finalement, on choisit la famille comme cellule de base de la société. Parce que tout simplement, la famille rend des services à la société. Elle rend des services qui permettent d'accéder au bien commun ou à l'intérêt général. Et parmi ces services, il y a évidemment la reproduction, qui est essentiel, parce qu'il faut encore un homme et une femme pour se reproduire, contrairement à ce que d'autres et certains essayent de dire. C'est un lieu qui permet de faire passer la personne de consommateur à producteur, et pour être un producteur, il faut avoir des qualités humaines, intellectuelles, relationnelles, professionnelles, et ça prend une vingtaine d'années environ chez un homme. Donc l'État ne peut pas à lui seul assurer cela, et je ne parle même pas évidemment des besoins affectifs qu'un État ne peut pas remplir. Peut-être qu'un État ne devrait pas. Et ne devrait pas, même s'ils essayent parfois de faire un peu la nounou. Il y a le service, évidemment, de l'apprentissage de vivre entre générations, dans la mixité homme-femme, de se supporter avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, ça arrive souvent dans la vie. Et puis il y a le rôle absolument essentiel de la solidarité naturelle, quand il y a un handicap, un accident de la vie. Il faut savoir que un tiers des enfants qui vivent dans des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté en France. Donc je veux dire, la destruction des familles, la solitude par exemple des mères isolées avec leurs enfants crée des difficultés, crée de la précarité. Donc pour toutes ces raisons, il est à mon avis indispensable de remettre la famille au cœur et donc de défendre un certain modèle. Évidemment, un modèle familial, il s'inscrit aussi dans une culture. Et donc le modèle on va dire la culture qui a façonné ce modèle familial, c'est la culture chrétienne en Europe et en France. C'est pour ça, par exemple, que nous ne sommes pas des polygames. C'est pour ça qu'il y a eu un tel débat sur la question aussi du mariage homosexuel, parce qu'on comprenait bien que finalement la famille et l'institution du mariage étaient la consécration
et la préparation de ce qui va être la filiation. Or, pour se reproduire, il faut évidemment un homme et une femme, même si aujourd'hui on tente de nous faire croire qu'il peut y avoir des enfants d'un couple homosexuel. Bon voilà, ce sont des artifices juridiques, des artifices politiques, des artifices intellectuels, mais la réalité c'est quand même ça. Et donc évidemment que ça contribue à et que évidemment les pays dans lesquels la religion chrétienne est plus présente, plus prégnante, et c'est le cas en Hongrie, la population de manière générale a mieux résisté, on va dire, à ces idéologies progressistes, parce que spontanément, presque même sans l'intellectualiser, c'était évident pour eux qu'on ne pouvait pas avancer vers ces réformes. En France, évidemment, ça a été moins évident du fait de la déchristianisation. Néanmoins, je pense que sans être forcément dans une démarche spirituelle et morale, qui de toute façon ne serait pas audible en France pour beaucoup de Français, on peut aussi expliquer rationnellement pourquoi, par exemple, la question du mariage homosexuel posait des difficultés, non pas parce qu'il s'agit de remettre en cause l'amour que les personnes se portent ou le fait que d'ailleurs ils puissent ne pas aimer un enfant, c'est pas le sujet. Mais déjà moi je reste intimement convaincue que un enfant, pour se construire psychologiquement dans les meilleures conditions, a besoin d'un référent père et d'un référent mère, tout simplement parce qu'il en est issu biologiquement et que voilà. Et en particulier pour des enfants adoptés qui ont déjà connu des difficultés dans la vie, je pense que le meilleur cadre qu'on puisse leur offrir, c'est quand même qu'ils puissent se projeter dans cette filiation reconstruite après. Mais par ailleurs, parce que tout simplement derrière, et c'est exactement ce qui est arrivé, à partir du moment où on a reconnu le mariage, donc l'adoption, parce que ça allait ensemble, on ouvrait mécaniquement la voie à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, et évidemment, logiquement, par soi-disant argument d'égalité, on va aller vers la gestation pour autrui, qui pose des problèmes éthiques absolument considérables, que ce soit pour les couples de procréation médicalement assistée de femmes, puisque là, on est vraiment dans un choix individuel qui va priver sciemment un enfant d'un père, ce qui n'est pas du tout la même démarche que une grossesse qui peut arriver par je sais pas, ou par accident, ou la perte d'un père, voilà, ça c'est les accidents de la vie, mais c'est pas du tout la même chose que de sciemment priver un enfant d'un père. Et la deuxième chose, pour la gestion pour autrui, pose des questions éthiques sur la marchandisation du corps humain, parce que là c'est vraiment la vente, on peut mettre ça sous couvert d'éthique et de générosité, mais c'est complètement faux. Il y a un contrat juridique où on va louer l'utérus d'une femme pour acheter un enfant, selon des critères d'ailleurs. Parce que si aux États-Unis, par exemple, on constate pendant la grossesse que l'enfant a un handicap, le couple a le droit de demander l'avortement parce que finalement cet enfant ne correspond pas Parce que c'est un produit défectueux. Exactement. Et en Inde, il y a des choses atroces avec des enfants trisomiques qui ont été abandonnés à la naissance par les couples d'Européens qui étaient venus commander ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que je pense qu'avec ces arguments-là, moi je suis convaincue qu'on devrait pouvoir convaincre les Français de cette logique mortifère. Encore faut-il pouvoir être entendu. Or malheureusement aujourd'hui, ce discours est peu tenu par peu de gens, et beaucoup même de politiques considèrent finalement que ça ne vaut plus le coup de se battre parce que c'est électoralement peu porteur, finalement, la plupart des gens s'en soucient peu, et donc plus personne ne mène ce combat culturel. Or, les combats qui ne sont pas menés sont ceux qui sont perdus d'avance. Donc voilà. C'est intéressant parce que vous avez la réputation d'être plutôt libéral sur le plan économique, et pourtant ce que vous décrivez, en réalité, vous faites une critique très forte de ce qui est finalement une libéralisation totale du vivant, de l'humain, parce qu'en fait, votre opposition à la GPA, c'est le refus d'une intégration dans le marché d'une partie du corps humain ou de certaines capacités humaines. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure sur la défense de la famille, finalement, j'ai presque envie de dire que c'est une vision organique du service public ou d'un service public organique, parce que finalement, c'est ça. Vous décriviez en termes de service ce que la famille pouvait apporter à la société. Et donc finalement, vous défendez un certain socle
de choses qui ne doivent pas être marchandées. Oui, en économie, on parlerait d'externalité positive de la famille, quoi. Donc d'une certaine manière, oui, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. La famille est un sujet politique majeur qui n'est pas une affaire privée, enfin qui est aussi une affaire privée évidemment, mais qui n'est pas qu'une affaire privée. C'est aussi l'affaire de la nation. Voilà, la façon dont s'organisent, se portent les familles, de leur solidité, de leur durabilité, a des conséquences très concrètes sur ensuite la manière dont les personnes dans ce pays évidemment se construisent, apprennent, se développent, réussissent et sont protégées de la précarité. Et voilà. Donc c'est à mon avis un sujet absolument fondamental. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'en France ce soit totalement absent. Alors sur la question vous avez la réputation d'être libéral économiquement, le problème de ce terme libéral c'est que il est extrêmement confus déjà, il est l'objet aussi de beaucoup de préjugés politiques, donc j'évite de l'employer parce que personne ne met la même chose derrière. C'est simplement qu'économiquement, je considère qu'aujourd'hui, l'État n'est pas à sa juste place. Voilà, donc on peut dire que c'est une forme de volonté de libéralisation, je ne sais pas, mais en tout cas, je considère que l'État n'est pas à sa juste place. Ça veut dire que nous avons un État très centralisé, à mon avis, probablement excessivement, un État dispendieux dans les politiques sociales, ruiné par l'immigration, et que cette espèce d'état nounou qui se soucie de notre bien-être presque malgré nous, on le voit dans le Covid, et que cet état social dispendieux a fini par tuer l'état stratège et l'état régalien. Et je considère que d'une certaine manière, il y a trop d'états à l'intérieur des frontières, mais pas assez d'états à l'extérieur. Donc je ne sais pas si c'est être libéral que de dire ça, mais je pense qu'en fait le souci c'est qu'en France, on a la particularité d'avoir les désavantages sans les avantages des deux systèmes, à la fois socialiste et à la fois libéral. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a les désavantages du système étatiste socialiste sans avoir les avantages, puisqu'on a à la fois un État très présent, avec une administration très lourde, des contraintes réglementaires très importantes, des impôts absolument délirants, sans avoir la protection de cet État, par exemple sur le plan de la concurrence déloyale ou en tout cas des services publics qui restent performants, un équilibre territorial par exemple dans les infrastructures. Et on a à la fois les désavantages du système libéral sans les avantages, c'est-à-dire qu'on a le libre-échange, donc une absence d'État dans la régulation des frontières économiques par exemple, ou migratoires, mais sans avoir l'avantage des systèmes libéraux, c'est-à-dire une liberté économique, ce qu'on appelle aux États-Unis le free market, où on a un État qui laisse les entreprises tranquilles et qui les laisse respirer et qui tente évidemment de limiter les taxes et les impôts pour qu'elles puissent se développer un maximum. Donc est-ce que c'est libéral que d'être ça ? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, je ne confonds pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire que je sois ce qu'aux États-Unis on appellerait libertaire, c'est-à-dire finalement où là... Anti-État en fait. Anti-État, exactement, et où on considère finalement que l'État n'a aucun regard à avoir sur la manière dont l'individu organise sa vie. Je pense que malgré tout, on est une civilisation, et comme dans toutes les civilisations humaines, c'est ce qui fait notre particularité, et c'est ce qui fait qu'on est une nation, c'est qu'à un moment donné, on a des valeurs communes, et parmi ces valeurs communes, je pense qu'il y a, la question de la dignité humaine, la question du refus de la marchandisation de l'humain ou des produits humains. Et donc à partir de là, il y a des limites au désir de l'individu. Sinon, ce sera la guerre de tous contre tous, parce que finalement, s'il n'y a plus aucune valeur commune, il y a chaque individu avec ses désirs. Et dans ce cas-là, ce sera impossible de faire du collectif. Et c'est déjà d'ailleurs ce qui est en train d'arriver, on le voit bien, une espèce de guerre des minorités permanente, que ce soit des minorités sexuelles ou des minorités religieuses. Et on voit bien que ça crée des fractures et une incapacité à vivre ensemble. Je voudrais finir sur une question un peu plus philosophique, un peu plus théorique, à propos de la démographie. C'est-à-dire que justement, le sujet de ce sommet, c'était fondamentalement de favoriser les politiques natalistes par opposition aux politiques d'immigration. Mais tout ça se base sur un paradigme, c'est qu'il faut une croissance permanente de la population.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut durablement avoir une déjà, croissance avant même de population? savoir la croissance, c'est simplement le renouvellement des générations. Parce qu'en fait, en Europe, il s'agit juste de renouveler les populations. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'immigration, on perd de la population, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais la question démographique au niveau mondial, elle ne se pose pas pour les Européens. En fait, je veux dire, la transition démographique des Européens, elle est accomplie. La transition des Asiatiques, elle est en cours, même si elle ne se voit pas, mais a priori, il y a une différence d'un pays à l'autre. Exactement, mais il y a une tendance, voilà. La transition en Afrique n'est pas encore amorcée. Donc je veux dire, si on devait se poser la question de la démographie, ou en tout cas de la stabilité de la population au niveau mondial pour des questions écologiques, entre guillemets, ce n'est pas le sujet des Européens, là, pour le coup, qui simplement même ne renouvellent pas leur population. Et à un moment donné, je pense que la question de l'écologie, la réponse est d'abord scientifique. Ça veut dire que plus on va technologiquement être capable d'optimiser les ressources, de réutiliser les ressources, plus, à mon avis, on arrivera à être performant. Donc je pense que pour ça, il faut avoir des pays qui fonctionnent bien économiquement, dont la recherche fonctionne bien, plutôt que d'être dans des espèces de postures idéologiques. On le voit bien par exemple sur le nucléaire, où tout montre absolument à tous les niveaux que le nucléaire est à la fois la meilleure réponse sur le plan écologique, avec en plus des technologies de plus en plus sécurisées, de plus en plus performantes, tout en étant un gage d'indépendance. Donc c'est vrai qu'on voit bien que sur la question écologique, on n'est pas à une contradiction près. Et c'est vrai que peut-être faudrait-il aussi revoir la manière dont nous coopérons avec l'Afrique de ce point de vue-là. Ne pas être dans une logique d'assistance, mais vraiment dans une logique de formation, parce qu'il ne pourra pas y avoir de transition démographique si ces pays ne peuvent pas se développer avec des infrastructures valables, avec une éducation valable. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a à mon avis un vrai travail à faire avec l'aide française au développement, qui sont des subsides distribués un petit peu n'importe comment, sans véritable contrôle, avec un saupoudrage, si vous voulez, humanitaire, mais qui concrètement n'a pas d'impact structurellement sur le développement de ces pays. Et je pense d'ailleurs que l'aide française au développement devrait s'accompagner j'avais envie de dire d'un donnant-donnant sur la manière aussi dont ces pays contribuent à réguler l'arrivée de l'immigration vers l'Europe. Parce qu'il y a un peu tendance de temps en temps à ce que ce soit toujours dans un sens et jamais dans l'autre. Voilà. Beaucoup de pays d'ailleurs africains, on a des difficultés à expulser parfois des clandestins parce que les pays d'origine refusent de remplir les formalités administratives pour récupérer leurs ressortissants. Voilà, donc je pense que vu notre implication, y compris d'ailleurs sur le plan sécuritaire avec un certain nombre de pays, puisque je pense que la France a quand même empêché à ce que le Sahel tombe entre les mains des islamistes, elle a engagé des moyens pour ça, humains très importants, elle a formé des armées. Je pense que ce serait la moindre des choses qu'il y ait une meilleure coopération sur le plan migratoire entre les pays africains, les gouvernements africains et la France. Marion Maréchal, merci. Merci à vous.